L'association Béchifay, une association en fait humanitaire, on s'est créé en fait suite à l'appel des soignants en Tunisie. Donc on est une association franco-tunisienne et on intervient à l'appel des soignants en aide directe. Aujourd'hui, je ne vais pas m'éterniser sur l'association, même si aujourd'hui on a besoin de force et on aimerait être renforcé d'autres bénévoles, on aimerait étendre notre champ d'intervention parce qu'on ne souhaite pas se limiter à un seul territoire. On aimerait intervenir là où c'est possible et toujours avec cette philosophie de donner la parole aux premiers concernés. Et ça, c'est ce qu'on fait, c'est la philosophie qu'on a et l'ensemble des fonds qu'on collecte ce soir, comme à chaque fois, ira aux soignants. Ce soir, c'est Palmed, donc avec le docteur Hiji qui va intervenir et qui va après vous faire un témoignage qui est, à mon sens, exceptionnel et qui est unique. Et je pense qu'on a rarement l'occasion d'entendre ces témoignages-là. Et c'est plus qu'un témoignage, je pense, parce qu'avec Palmed, ce qu'on a, c'est également la parole de gens qui sont non pas simplement des victimes, mais aussi des acteurs, et qui ont une parole complète qui se suffirait en elle-même dans l'absolu. Pour revenir à l'association, donc aujourd'hui, nous, en Béchifay, on accueille toutes les forces dont on a besoin qui veulent bien nous rejoindre. Et pour conclure, pourquoi cette soirée ? On a démarré fin de l'année dernière une campagne de collecte pour les hôpitaux El Aouda. Ce sont des hôpitaux qui sont à Gaza. Et on n'a pas pu s'arrêter à une dimension uniquement humanitaire. Parce que ce qui se passe, c'est que les fonds collectés ne peuvent aujourd'hui que très très difficilement entrer. On a besoin de rendre publique la question, la problématique de la question des soins à Gaza et en Palestine en général. Et donc on s'est allié avec Urgence Palestine qui porte aussi cette idée des premiers concernés. Donc Urgence Palestine, c'est un collectif national pour la libération de la Palestine et qui est dirigé par les Palestiniens, qui s'est créé suite à l'invasion terrestre d'Israël dans la bande de Gaza et la guerre génocidaire qui en a suivi et qui recherche en premier lieu un cessez-le-feu permanent et durable. Il y a d'autres mots d'ordre. Sans entrer dans l'explication longue, parce qu'aujourd'hui vous êtes là pour d'abord écouter les soignants. Je vais m'arrêter à cette présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté et je donne la parole au docteur Hiji de Palmed. Je tiens d'abord à remercier l'association Béchifay pour nous inviter ce soir. Au nom de Palmed, je vous remercie pour votre présence. Je viens d'abord de vous présenter l'association Palmed, mais j'essaie d'être rapide. Palmed, c'est Palestine Médicale, une association européenne fondée en 2008 en France et désormais déjà présente dans des pays européens. Nous, Palmed de France, rassemble des médecins français et palestiniens. On a des projets avec la Palestine, avec les hôpitaux palestiniens. Je n'ai pas le temps de vous citer tout ce qu'on fait Palmed depuis 2008. On voit des médicaments, on voit des matériels médicaux, on voit des équipes, toujours, même en dehors de la période de la guerre. En période de la guerre, on voit vraiment des chirurgiens et différentes équipes. Et avant 7 octobre 2023, c'est ça le travail de Palmed, tout le temps. Et depuis 7 octobre, alors Palmed s'est mobilisé de plus parce que le besoin médical aux normes, une situation humanitaire catastrophique. Palmed, elle a créé 14 centres médicaux à Rafah, dans les centres qui accueillent les déplacés de Gaza City au nord de Gaza qui sont à Rafah. Il y a 10 centres pour Palmed de France. Ils sont fonctionnels déjà depuis quelques mois, qu'ils travaillent bien. Je ne veux pas insister plus sur le travail de Palmed. Je vous permets de vous parler de mon expérience personnelle. J'étais à Gaza sur place en 2013 pour rendre visite à ma famille. Je suis retourné le 10 septembre 2023 à Gaza. Vraiment, j'étais agréablement surpris de trouver Gaza avec un bon visage,
malgré les 2 guerres qu'ils ont subies entre ma dernière visite et mon arrivée, Gaza, les gens vivent, beaucoup de monde à la plage, les cafés, les restaurants, les ports de mer sont bondés, la musique résonnait jusqu'à tard le soir. Les gens sont plus heureux. Je l'étais d'avoir ma famille et mes amis. Le 7 octobre, les avions israéliens, au soir exactement, commencent à bombarder Gaza. L'infrastructure, les bâtiments administratifs, le centre électrique, les usines de seulement de l'eau de mer et le traitement de l'eau usée. Certains tours d'habitation étaient frappés également. Le 10 octobre, notre maison familiale, elle était complètement détruite, bombardée et rasée complètement. Heureusement qu'on a réussi de sortir juste avant. Ce n'était pas le cas de notre voisin qui est mort avec sa femme et ses enfants. Beaucoup de morts et de blessés déploraient dans notre quartier. Le 13 octobre, l'armée israélienne a demandé aux habitants de Gaza City et du Nord, soit 1 600 000 personnes, d'évacuer vers le sud. J'ai pris le chemin pour aller vers le sud comme des milliers de gens. Je suis arrivé à Khan Younes, je passais la nuit, et le lendemain, je suis allé à Rafah. J'ai resté 21 jours à Rafah. Pendant les 21 jours, j'ai pu constater, lors des catastrophes humanitaires à Rafah, des milliers de gens dans les écoles de l'UNRWA, sans eau, sans électricité, ratio alimentaire insuffisant, conditions d'hygiène, c'est horrible. Ils n'ont pas d'accès ni aux soins. Parmi ces gens-là, il y a beaucoup de malades, maladies chroniques, diabète, maladies cardiaques, asthmatiques, hypertension, aucun suivi médical, même il n'y a pas de médicaments. Les gens, quand ils sont partis, ils n'ont rien pris avec eux. Autant de médecins, j'ai été en contact avec mes collègues à l'hôpital Al-Kuwaiti à Rafah, et je suis allé sur place. L'équipe était épuisée, débordée par le nombre de blessés et des morts qui arrivent. Dans le couloir et partout, ça mélange les blessés avec les cadavres, les médecins, les soignants en train de soigner, même par terre. En ma qualité de pédiatre, j'étais frappé avec le nombre d'enfants qui sont blessés et la nature de gravité de leurs blessures. Il y a certains même, il était mutilé. Le manque d'antibiotiques provoquait des surinfections et des gargarines dans certains cas. L'amputation, c'était la seule solution pour sauver ces enfants. Ce temps-là, le bombardement, ça continue partout à Gaza, au nord comme au sud. Même si à la route de Salah ad-Din, Kamil, les gens qui viennent de nord vers le sud, elle était bombardée, elle était ciblée par le tir de soldats israéliens. Il y a un monsieur de 79 ans qui a refusé de quitter sa maison à Gaza City le 8 novembre, c'est-à-dire presque un mois après la guerre. Il a résisté pendant presque un mois. La maison de son voisin, elle était bombardée où il y a des morts et des blessés. Dans ce cas-là, il a accepté de partir. Il a trouvé quelqu'un qui voulait l'amener au sud avec sa femme et son fils. Ils doivent passer par la rue de Salah ad-Din, c'est la seule rue principale qui reliait le nord au sud. Il y a le rond-point de Koweït, le même rond-point où il y a 2 jours, 3 jours, il y a 2 massacres. Les gens allaient pour chercher l'aide alimentaire, parce que les distributions de l'aide alimentaire étaient là-bas, étaient bombardées. L'armée israélienne a tiré, et il y a beaucoup de morts, des blessés. Même hier, la dernière fois, hier, c'est le même rond-point, les gens qui attendent l'aide humanitaire pour prendre quelque chose à leurs enfants, ils étaient bombardés, où il y a des morts aussi.
Alors, cette mission, quand elle est arrivée à ce rond-point, le 8 novembre, le soldat israélien, il était là. Ils ont demandé de tout le monde de descendre, femmes, enfants, malades ou pas, et de continuer à pied jusqu'à les vallées de Gaza où ils ont fixé la limite. C'est-à-dire il y a quelques kilomètres. Ce monsieur, il a descendu, il marche à son rythme. À un moment donné, le soldat israélien commence à tirer. Ce monsieur, il était abandonné par sa femme et son fils, qu'ils ont réussi de passer de l'autre côté. Le lendemain, son fils, il est retourné pour chercher son père, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Il a vu les gens qui viennent du nord vers le sud. Il a demandé ce qu'il a vu un vieux monsieur qui marche avec son canne. Quelqu'un a dit oui, j'ai vu quelqu'un qui dort sous un arbre à côté de la route. Il a dit sûrement c'est mon père. Quand il est arrivé, oui, c'est son père, mais malheureusement il était mort, avec plusieurs balles dans le dos. 2 jours après, sa petite fille regarde un site proche de l'armée israélienne à l'internet. Elle voit la photo de son grand-père dans le bras d'un soldat israélien, écrit en bas un soldat israélien et d'un veilleur palestinien de traverser la route. Oui, ils ont pris la photo, ils ont assassiné au sang-froid. Et ce monsieur s'appelait Bachir, et c'est mon cousin. Rien n'était épargné à Gaza. Destruction totale. Les hôpitaux, les mosquées, les églises, les cafés, les restaurants, les lieux historiques, même le stade de foot de Gaza, il était bombardé. Et après, avec les bulldozers, ils ont détruit complètement. Alors, je tiens à vous citer que 3 monuments historiques. Que leur destruction, c'est un perte vraiment irréparable pour le patrimoine palestinien. Le premier, c'est la grande mosquée de Gaza, Mosquée Omar, ou le Masjid al-Omari. Depuis l'année 626, auparavant, il était un temple romain, puis église, et depuis 626, c'est un mosquée. C'était au temps le 2e calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab. Ce mosquée-là, il est complètement détruit. Le 2e élément, c'est l'église Proyofes. C'est une église orthodoxe à Gaza, la plus ancienne église, dans la ville. Aussi, elle est détruite. Elle a été construite l'année 426. Le 3e lieu, palais de Bacha, c'était le siège de pouvoir mamelouk, ottoman et britannique, et abrite un centre archéologique de Gaza. Il y a d'autres. Et Madame Mission, et les choses, ça continue. Les massacres, ça continue. Le génocide du peuple palestinien, ça continue. Tous les jours. Le matin, il y a des massacres. L'après-midi, le soir, même à ce moment même où je parle, il y a des morts et des blessés. Les enfants qui meurent pour déshydratation, pour malnutrition, en plus avec les bombardements. Juste pour terminer, je veux dire, nous, on peut le mettre devant la situation catastrophique pour les déplacés à Rafah. On a créé des centres médicaux qui sont fonctionnels, avec des médecins, avec des infirmières. Et nous, on a, depuis le 22 janvier, on a commencé d'envoyer des équipes de chirurgiens, réanimateurs, anesthésistes, orthopédistes, gynéco-obstétriciens, même des infirmières de bloc, pour soulager nos collègues là-bas. Le professeur Raphaël Petit, il était à la tête de première équipe des médecins de Palmed qu'ils ont rentrés à Gaza. Le professeur Christophe Oberlin, à la tête de notre quatrième équipe, qu'ils sont à ce moment-là à Khan Younes. Ils ont rentré depuis 2 jours. Et nous, Palmed, on continue à envoyer des équipes médicales pour soulager nos confrères là-bas à Gaza. Et je vous remercie de votre attention. Bonsoir à toutes et à tous, salam alaikum. Merci d'être là ce soir
pour cette soirée spéciale de retour de soignants de Gaza et d'humanitaires œuvrant sur place. Votre présence ici montre ô combien la question palestinienne et le massacre qui se déroule à Gaza est important et qu'il y a une réelle mobilisation devant l'opinion, voilà, devant les images d'horreur qu'on voit depuis 5 mois sur les réseaux sociaux, pas forcément sur les médias malheureusement. Nous ne sommes pas indifférents, bien au contraire, nous sommes sidérés, en colère, tristes et nous souhaitons agir. C'est pour ça que l'association Véchifa avec Urgence Palestine et Palmed a choisi de réaliser cette soirée pour s'investir, s'engager. Et aussi, moi je dirais, si je peux rajouter un mot, pour simplement se sentir utile. Je pense que c'est aussi pour nous qu'on fait cette soirée, nous qui sommes à Paris et qui sommes complètement démunis. Je pense qu'on est tous touchés dans notre chair au quotidien. Depuis le 7 octobre, la vie n'a plus le même goût et c'est important de se réunir ensemble et d'être ensemble tout simplement pour pouvoir écouter ces témoignages qui sont très importants, qui sont essentiels pour tout simplement se sentir digne et se sentir humain, à l'instar des Palestiniens. Donc nous avons l'honneur de recevoir 3 personnalités investies, engagées. Vous avez déjà écouté donc, le Dr Hiji, qui est président de l'association Palmed, pédiatre, association fondée en 2008 par des médecins palestiniens et qui vient justement en aide aux centres de santé et aux hôpitaux en Palestine. Et donc c'est la première association française à se rendre dans les hôpitaux de Gaza, c'est important de le souligner. Ensuite, nous avons Elena Ranchal, qui est directrice des opérations internationales de Médecins du Monde, ONG humanitaire médicale française, qui est en Palestine depuis 1995 en Cisjordanie et depuis 2006 à Gaza, depuis le blocus de Gaza. ONG qui est très investie notamment dans les centres de santé primaires à Rafah et dans les camps de réfugiés. Et Elena Ranchal nous racontera, puisqu'elle a des collègues qui sont sur place en Palestine. Et enfin, le professeur Raphaël Pitti, professeur agrégé de médecine d'urgence, anesthésiste réanimateur, ancien médecin général des armées, spécialiste et formateur de soignants en médecine de guerre et de catastrophe. Donc il opère sur les terrains de guerre et humanitaire depuis plus de 30 ans, notamment dernièrement en Syrie, depuis les 12 ans du conflit, et en Ukraine, avec l'USSM et MEAD, et aujourd'hui en Palestine avec Palmed. Et donc vous avez donc, comme l'a dit le Dr Hiji, mené la première mission médicale, donc du 22 janvier au 6 février à Gaza. On va commencer rapidement, et pour vous dire un peu comment va se dérouler la table ronde, on va aborder 3 thèmes autour des hôpitaux, autour de la guerre génocidaire et autour de l'action, de la suite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner entre les intervenants et vos questions qu'on prendra au fil de l'eau pour que vous puissiez interagir. Voilà. Merci d'être là. Nous sommes vraiment très honorés de votre présence et c'est important. Alors, on va commencer par une question simple et à la fois très difficile. Aujourd'hui, on parle souvent du massacre à Gaza. Là, on est dans une soirée de soignants. Est-ce que vous pouvez nous raconter à quoi ressemble aujourd'hui un hôpital à Gaza ? Alors, on se retrouve devant une situation humanitaire qui est terrible pour ce qui concerne l'hôpital européen de Khan Younes, puisqu'il est plutôt sur le gouvernorat de Khan Younes, mais à mi-distance entre la ville de Rafah et la ville de Khan Younes. Il n'est pas directement dans la ville de Khan Younes comme les autres hôpitaux. Cet hôpital est submergé dans une situation, pour essayer d'expliquer les choses, comme c'est un hôpital, bien évidemment, la majorité de la population, une grande partie de cette population est venue se réfugier contre l'hôpital. Et quand on arrive sur l'hôpital européen, on est frappé par la masse de cette population, environ 25 000 personnes qui sont autour de l'hôpital et qui ont créé leur propre structure d'hébergement, c'est-à-dire on ne peut pas parler de tentes ni rien, ils se sont construits des abris dans lesquels ils vivent sous des bâches le plus souvent, sous des couvertures, etc. Ils ont fait des abris dans lesquels ils sont à l'intérieur, collés les uns contre les autres, pour essayer d'occuper le minimum de place autour de l'hôpital. Mais quand on rentre dans l'hôpital, on est frappé par les 3000 personnes qui sont venues s'abriter à l'intérieur de l'hôpital, qui vivent dans les couloirs,
bien évidemment le long des couloirs en particulier. On les trouve aussi entre les deux escaliers, il y a un espace plat, etc. Pendant la journée, ils plient leurs affaires et la nuit, ils les déplient pour pouvoir dormir en famille, etc. Le long de ces couloirs, ils ont suspendu des draps de l'hôpital pour avoir une certaine intimité et pouvoir dormir comme ça en famille, etc. Mais l'hôpital est débordé par le nombre de patients. C'est un hôpital de 400 lits et aujourd'hui, il y a 900 blessés, 900 personnes qui sont hospitalisées à l'intérieur de cet hôpital. 900 personnes. Il y a 3000 personnes qui vivent à l'intérieur de l'hôpital, qui font leur pain, les enfants jouent dans les couloirs avec des ballons, etc. Les enfants rentrent dans le service d'urgence parce que c'est le lieu où en même temps il y a une certaine attraction, une certaine distraction. Il se passe des choses, bien évidemment. Alors les enfants viennent voir et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient une foule énorme de gens qui ont des problèmes de santé primaire, c'est-à-dire ils ont des problèmes de consultation, d'infections respiratoires, de pathologies chroniques, etc., de problèmes digestifs. Les 25 000 et les 3 000 qui sont à l'intérieur viennent consulter à l'intérieur de l'hôpital dans le service des urgences, qui est complètement débordé en même temps. Si bien que contre le comptoir, par exemple, d'accueil de l'hôpital, vous avez cette foule de gens qui tentent d'avoir un médecin pour pouvoir être vus, consultés, etc. Et là, d'un seul coup, vous entendez bien les sirènes des ambulances arriver, transportant les blessés des bombardements, des snipers, etc. Il y a à ce moment-là, tout le monde vient voir, tous les 25 000 qui sont là viennent voir ce qui se passe, qu'est-ce qui sort de cette ambulance, et donc ils forment une haie où l'ambulance passe au travers de cette foule pour arriver jusqu'à l'entrée du service des urgences. Et compte tenu du fait que les urgences sont déjà prises et tous les box sont pris par des personnes qui viennent en consultation pour des problèmes respiratoires, digestifs et autres, et bien le seul lieu où il est possible de déposer les blessés les plus graves, les traumatisés qui arrivent, etc., c'est par terre. C'est par terre. Parce que personne n'a le temps en même temps de faire dégager les box de consultation, donc les choses se font à terre. Il y a tellement de monde, d'accord, que vous ne savez même pas qui sont les gens qui sont autour de la victime. Impossible. Est-ce que ce sont des infirmiers? Est-ce que ce sont des médecins? Etc. Vous ne savez pas. Les gens sont là. Il y a les curieux qui sont là aussi, qui regardent par-dessus ce qui est en train de se passer. Et vous êtes devant quelqu'un qui est polytraumatisé, qui a reçu une balle dans la tête, qui est brûlé, etc., qui est en état d'hémorragie. Il y a plein de monde autour. Alors j'ai fini par y perdre ma voix. Parce que, de surcroît, les morts aussi arrivent à l'hôpital, ne serait-ce que pour se faire enregistrer et recevoir un certificat de décès. Et donc, les morts aussi occupent de la place. Et on les met dans des sacs, et les sacs restent là le temps que les familles viennent les prendre pour les faire sortir, etc. Il y a cet état de confusion qui est énorme, parce que vous retrouvez au niveau du bloc opératoire, vous retrouvez la même confusion, les mêmes gens qui sont dans le hall d'entrée pour entrer dans le bloc opératoire. C'est pareil pour la réanimation. Partout. Ce monde qui est là, jour et nuit, etc. Alors, mes confrères sont là. Ils sont courageux, ils restent. On a l'impression d'un bateau qui avance par une situation d'inertie. Il y a ceux qui sont affectés aux urgences, ceux qui sont affectés au bloc opératoire, ceux qui sont là, etc. Mais on ne peut pas mettre d'ordre. Vous ne pouvez pas intervenir. J'ai bien essayé au niveau des urgences, parce que c'est ma compétence, d'essayer de dire maintenant il faut éviter que les gens rentrent dans l'hôpital, et il vaut mieux faire le tri à l'extérieur, et il vaut mieux mettre des tentes de consultation, une sorte de polyclinique à l'extérieur, pour les gens debout, etc., qui ont juste besoin de voir une consultation simple. Ce n'est pas la peine qu'ils rentrent à l'intérieur de l'hôpital. Il faut garder les hôpitaux, faire le tri à l'extérieur et pouvoir trier qu'à l'intérieur, n'avoir qu'à l'intérieur que les blessés les plus graves, d'accord, les plus urgences. Alors j'ai bien pris le chef de service en lui disant il faut qu'on change les choses, il y a encore de la place devant l'hôpital pour qu'on organise ça. Mais c'est impossible. C'est impossible. Dans cette situation, depuis les 5 mois, les médecins sont débordés en même temps par ces afflux, etc. Chacun est à sa place, mais vous êtes dans l'incapacité de réorganiser l'hôpital. À la rigueur, il faudrait être coercitif, c'est-à-dire arriver avec une équipe et donner des ordres. D'accord ? C'est-à-dire que nous prenons l'hôpital en charge. C'est nous qui organisons maintenant. Au bloc opératoire, c'est pareil. Il y a beaucoup de médecins
qui sont venus du Nord, d'infirmiers, etc., avec leurs familles, et qui se font bien sûr héberger à l'hôpital avec leur famille, et du même coup, ils viennent dans les services. Alors, c'est certain qu'on ne manque pas de médecins, on ne manque pas de chirurgiens, on ne manque pas d'infirmiers, il y en a même trop, si vous voulez. Ils sont là, dans l'hôpital, et ils restent toute la journée, au même temps. Alors, le chirurgien qui a envie d'opérer, parce qu'on ne sait pas qui fait le programme opératoire, alors en fin de compte, il va se chercher au niveau des urgences des malades, d'accord? Et puis quand il a un malade qu'il prend, d'accord, il dit, celui-là, il faut l'opérer. Alors il monte au niveau du bloc opératoire, il dit, j'ai un malade à opérer. Alors il y en a un qui est le chef de bloc, il lui dira, bon, on va voir si on a de la place aujourd'hui pour opérer. Sinon, c'est une fracture ouverte, etc. Ah non, on ne peut pas le prendre. On verra plus tard. Et il y a des gens qui attendent. Comment ça se passe quand on a un bombardement à Gaza et qu'il y a des dizaines de patients qui arrivent? C'est exactement toute la difficulté, eh bien, déjà dans l'organisation même, qui fait qu'il y a des morts imméritées. Il y a des morts imméritées. En particulier, là, il est évident que le nombre de lits de réanimation ne sont pas suffisants. Donc, il y a dans le tri, bien évidemment, le tri, il est inversé. C'est-à-dire qu'on ne prend en urgence que ceux dont on est sûr de pouvoir les sortir. Et ce qui veut dire que les blessés les plus graves, d'accord, dont on n'est pas persuadé et qui vont prendre de la place, qui vont prendre du temps, etc., on n'est pas persuadé de pouvoir les sortir, donc on les laisse mourir. Et en particulier, il était clair que tous les blessés du crâne par les snipers, parce que les snipers tiraient systématiquement dans les têtes, bien évidemment, il était clair que ceux-là, on ne les prenait pas en charge. Prendre en charge un blessé qui a une balle lui a traversé le crâne, c'est l'hospitaliser en réanimation, c'est en même temps l'endormir, ça va prendre des semaines, etc. Et vous n'êtes pas sûr du pronostic. Ce qui veut dire quoi? Qu'on les laisse mourir, systématiquement. Et donc on est dans une situation de triage inversé. On prend les urgences les moins absolues, plutôt que les urgences extrêmes, d'accord, qu'on laisse mourir, par faute de place, faute de moyens, etc., et qu'on ne peut pas les prendre. Et ce qui est le plus grave pour moi, c'est que ces gens que l'on laisse mourir, on les laisse mourir sans accompagnement, c'est-à-dire sans utilisation de la morphine parce qu'il n'y en a pas assez, sans sédatif, etc. On les met dans un coin et on attend qu'ils meurent et qu'ils décèdent comme ça, spontanément. Ça, c'est sur le plan éthique, c'est terrible. Faire le choix de ne pas, décider de ne pas traiter un malade parce que dans les conditions, c'est difficile de le prendre en charge parce que c'est en même temps pour les autres qu'on peut sauver, bien évidemment, donner la priorité à ceux que l'on peut sauver. Et cela, les laisser mourir comme ça dans un coin, ça c'est extrêmement difficile, très très difficile pour tout le monde, ce n'est pas. De surcroît, le bloc est tellement débordé par le nombre de patients qu'il n'est pas possible de faire un suivi post-opératoire, c'est-à-dire de faire revenir les malades pour refaire les pansements, etc. Parce que ça demande du temps, ça demande des moyens, et qu'à chaque fois, il y a une nouvelle urgence qui vient. De ce fait, les patients viennent à 2 mois après une intervention chirurgicale. Et qu'est-ce qui se passe? Comme ils sont sous les tentes, ils arrivent avec des pansements qui sont sales, infectés, etc. Et ceux que l'on aurait pu éventuellement sauver la jambe, comme il y a une infection osseuse, on les ampute. A posteriori, alors même qu'on a mis en place des fixateurs externes, etc. Et c'est vrai aussi bien pour les enfants, etc., où on a réussi à mettre des fixateurs et en fin de compte, il faut couper parce qu'il y a une ostéite. Et à Gaza, connu depuis très longtemps, il y a un problème de résistance aux antibiotiques, très important. Et là, je suis moi-même descendu en bactériologie, en leur demandant, sortez-moi la liste des germes que vous avez et des résistances. Tous les germes sont des germes hospitaliers, c'est-à-dire des Klebsiella, etc., ultra résistantes. Et donc, tout ce qui s'infecte à l'intérieur de l'hôpital, dans ces conditions de surpopulation où les règles d'hygiène ne sont pas respectées, etc., tout s'infecte avec des germes qui sont ultra résistants et qui posent de vrais problèmes de traitement antibiotique. Aujourd'hui, en France, on aurait un seul service contaminé par un germe comme ça, on ferme tout le service, d'accord? Et là, il faudrait fermer tout l'hôpital. Parce qu'on ne peut pas continuer à soigner dans un hôpital, d'accord, qui a autant de germes ultra résistants. On est dans cette situation-là. Or, aujourd'hui, sur les 3500 lits qu'il y avait dans Gaza, 3500 lits, il n'y en a plus que 1000 aujourd'hui opérationnels. 1000 lits. Il y a 60 000 victimes, 60 000 blessés. Aujourd'hui, il est évident qu'il faudrait pouvoir faire sortir de Gaza les blessés les plus graves
pour les mettre dans des structures ayant le niveau technique suffisant pour les sauver. D'accord ? Il y a bien une liste qui a été faite de la Croix-Rouge avec 8000 blessés, des victimes graves, des brûlés, etc., qui méritent d'être dans des services de réanimation, dans des centres de grands brûlés, etc. Les Israéliens refusent la sortie de ces blessés. Il y a un besoin de lits, bien évidemment, 1000 lits pour 60 000 victimes, etc. C'est impossible, bien évidemment, à gérer. Il faudrait aujourd'hui, au minimum, 6500 lits. Avant, il n'y en avait que 3500 à Gaza, pour tout Gaza. Ce n'était pas suffisant pour 2 200 000 personnes. Là, maintenant, il n'y en a plus que 1000. Il y a 60 000 victimes. C'est insuffisant. Il faudrait pouvoir ramener d'autres hôpitaux, etc., d'autres structures, ou ouvrir éventuellement Rafah pour pouvoir permettre d'autres structures mobiles de se mettre en place. Ce n'est pas possible. Le bateau hôpital de l'armée française qui est venu, le Dixmude, d'accord, il était en Égypte pendant 3 mois, il n'a rien fait puisqu'il ne laissait pas sortir les malades. Et 100 malades sur le Dixmude, alors qu'il a des blocs opératoires, il avait des équipes, etc. Les Italiens avaient aussi envoyé un navire hôpital, aussi pareil, les Israéliens ne laissent pas sortir. Et donc on se retrouve dans une situation de catastrophe sanitaire, sans parler justement des problèmes de cette population qui a des problèmes de santé primaire. Il y a des problèmes, il y a 1 500 000 à Rafah de personnes qui ont des problèmes de santé, de saisonnières. Aigus et chroniques. Comment vous avez ressenti ça sur place, d'être au cœur d'un massacre, d'une guerre génocidaire? Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui face à ça et comment les soignants se sentent? Alors bien évidemment, c'est ce sentiment, c'est une indignation parce que, vous l'avez dit, n'est-ce pas, Gian? Je suis, depuis 30 ans, je suis dans les zones de guerre, que ce soit l'ex-Yougoslavie, la guerre du Golfe, etc. Je vais dans ces zones de crise. Alors j'ai vu des choses qui sont en Syrie, par exemple Alep, assiégée pendant 6 mois avec des bombardements quotidiens, la coupure de nourriture, etc. La Ghouta aussi, pendant 8 mois, le siège, etc. Et les bombardements constants des populations, l'impossibilité de sortir les blessés à la Ghouta, il y en avait 4000, etc. J'ai connu, mais ce sont des périodes en même temps où les gens ont la possibilité de se protéger, de descendre dans les caves, de faire, etc. Mais là, on se retrouve à ciel ouvert. Il n'y a pas d'endroit pour se protéger des bombes. On est obligé de dormir dans les trottoirs, etc. Et même si les bombardements israéliens sont ciblés sur un immeuble, etc., mais tous les gravats tombent sur les gens qui sont sur le trottoir en même temps. Et donc, ils sont polytraumatisés, ne serait-ce que par les gravats, les explosions. Sur le menton, le micro. Comment, monsieur? Tout le monde entend bien. Sur le menton, le micro, merci. on entend Oui, bien. excusez-moi. Et donc, on est dans cette situation-là, c'est-à-dire on a enfermé une population à l'intérieur d'une ville, 1 500 000, vivant dans des conditions de déshumanisation, parce qu'on est vraiment dans une déshumanisation. Ces gens sont complètement désœuvrés, ils cherchent en permanence de la nourriture, ils cherchent de l'eau, de l'électricité, pour ne serait-ce que recharger leur téléphone, ils sont à la recherche de nourriture, etc. Alors, est-ce qu'il y a de la nourriture à Rafah? Oui, il y a de la nourriture. Est-ce qu'on vend de la nourriture à Rafah? Oui, on vend de la nourriture à Rafah. Pourquoi? Parce qu'il y a des trafics avec l'Égypte et que l'Égypte, d'accord, il y a des camions qui rentrent avec des boîtes de conserve de viande ou éventuellement des briques de fromage, etc. Donc ça, on peut l'acheter. Mais qui peut l'acheter? Puisque les populations qui ont été déplacées ici, elle est partie à toute vitesse, sans argent, les banques ont fermé, et donc ils se retrouvent avec cette nourriture qui est là vendue, à laquelle ils ne peuvent pas y accéder. L'œuf coûte moins de 1 euro. Un peu moins de 1 euro. Comment peut-on imaginer? D'abord, on ne trouve pas d'œufs. On ne trouve pas de viande, on ne trouve pas, etc. Et c'est un vrai problème. Il y a 1 500 000 personnes qui sont dans une condition de vie extrêmement misérable. Et pour les parents aussi, avec leurs enfants. Il n'y a pas d'eau en même temps pour les laver, les enfants sont pouilleux, ils sont sales, etc. dans la rue, ils vivent à l'intérieur sur les trottoirs, ils cherchent de l'eau pour boire, mais ils ne trouvent pas d'eau non plus pour se laver. Et donc ça a un vrai problème. Il faut comprendre cette situation. Humanitairement, elle est inacceptable. Et elle est inédite par rapport à tout ce que vous avez vu? Absolument. Absolument. Ce n'était pas le cas, par exemple, à Alep, bien évidemment, parce qu'ils avaient foré des puits à l'intérieur de la ville d'Alep, et donc on avait le forage. Donc même si l'eau forée était souvent une eau polluée, déjà, par la nappe phréatique, etc., mais il y avait de l'eau quand même, ils arrivaient à en avoir. À la Ghouta, c'était pareil, même situation, etc.
Mais là, c'est vraiment quelque chose... J'ai peut-être vu ça au début de la guerre en ex-Yougoslavie, où les Serbes ont assiégé les Bosniaques et assiégé les Croates. Là, il y a eu une période comme ça extrêmement difficile, jusqu'à ce que l'ONU obtienne des corridors humanitaires en ex-Yougoslavie, ce qui permettait aux corridors humanitaires d'approvisionner les populations qui étaient assiégées. Mais c'est bien ça la première fois, 5 mois dans cette situation-là, où on a obligé ces populations, alors on peut compter le nombre de crimes contre l'humanité. Faire déplacer une population, c'est un crime de guerre. D'accord ? Ne couper la nourriture, c'est un crime de guerre. Ne pas donner d'eau à une population, c'est un crime de guerre. L'empêcher de se soigner, c'est un crime de guerre. Bombarder les hôpitaux, les écoles, les mosquées, les églises, etc., c'est un crime de guerre. On peut considérer l'accumulation de crimes, c'est-à-dire le non-respect du droit humanitaire international, d'accord ? On est là dans quelque chose d'exceptionnel, par l'ampleur même de ces massacres, face à une communauté internationale qui regarde, qui condamne, mais qui ne réagit pas, qui continue à livrer des armes, qui continue à soutenir, qui ne rappelle même pas ses ambassadeurs, qui n'oblige pas, etc. On est dans une situation, sur le plan politique, qui est scandaleuse. Une de vos collègues, Louise Allouin, disait « Ici, la frontière entre la vie et la mort n'est plus visible ». Comment ça se passe, vous, de votre regard d'humanitaire en Palestine ? En fait, c'est extrêmement compliqué. Nous, on a 25 collègues à Gaza, c'est des Gazaouis qui ne peuvent pas sortir. Les seules personnes qui peuvent sortir, c'est les personnes qui sont binationaux ou les étrangères. Nous, on peut rentrer, on peut sortir, mais le reste, ils restent là-bas. On a eu 2 collègues qui sont pu rentrer la semaine dernière pour rester quelques jours et passer quelques matériels. Quand je parle des matériels, c'est des choses très basiques. On a passé 5 kilos, mais 5 kilos de matériel d'abri. Parce qu'il fait froid, et après quelques petits réconforts, un peu chocolat, un peu café, des thés, etc., des choses qu'il n'y a pas à l'intérieur. Donc c'était très compliqué, très très cher. La situation c'est extrêmement compliquée, et c'est extrêmement compliqué depuis le 7 octobre. Nous, notre équipe était presque tous au Gaza, et en fait, ils ont été déplacés de force à plusieurs reprises. Il y a certains qui sont partis 3, 4, 5 fois, ils sont changés. Je ne dis pas des domiciles, bien sûr. Il y a des gens qui sont dormis pendant des journées sur la plage, dans des voitures, dans des petits abris de fortune faits avec des bâches, etc. Et maintenant, on a de nos 25 collègues. On a 24 à Rafah. On a notre collègue Odman au nord, qui est un champion. Lui, il n'a pas bougé pour des raisons personnelles. Depuis le 7 octobre, il a perdu 22 kilos. Et ça, ce n'est pas des photos, j'ai connu quelqu'un qui connaît quelqu'un, etc. Non, ça, c'est des photos que Otman m'envoie. Il me dit, ça, c'était avant le 7 octobre, et ça, c'est maintenant. Et il mange une espèce de galette de farine mélangée avec du sable, etc. Il voit des choses, des feuilles, pour mettre un peu de couleurs. Et ça, c'est lui que c'est un adulte fort. Mais il y a un petit gamin qui est né en décembre, pour lequel il y a absolument rien, de lait, rien. Et il y a une femme qui est diabétique, et que c'est extrêmement compliqué pour pouvoir faire tous les soins. Nous, on avait un collègue, Maïsara, j'ai dit on avait, parce que Médecins du Monde, comme beaucoup des organisations humanitaires, on a payé cher l'effet d'être là, et nos collègues ressemblent, on va dire, ça ressemble vraiment à la population qu'il y a à Gaza. Donc, notre collègue Maïsara, un jeune urgentiste d'à peine une trentaine d'années, avait étudié à Londres et avait décidé de rentrer à Gaza pour continuer à travailler dans sa terre. Et en fait, Maïsara, il avait décidé de ne pas quitter Gaza parce qu'il avait des parents handicapés. Et en fait, Maïsara, son bâtiment a été bombardé. Il a été tué avec toute sa famille. Le lendemain, on a essayé de mobiliser des bulldozers pour déblayer, qui travaillaient 1 heure ou 2 heures parce qu'après ils n'avaient pas de fil pour continuer à déblayer. De façon que les frères de Maïsara, ils ont continué à déblayer à la main. Et le lendemain, ils se sont pris à notre bombe. De façon que toute la famille de Maïsara est mort là-bas. Notre bureau à Gaza, normalement à Gaza, on donne des zones de conflit. Ça qu'on fait, c'est qu'on donne les coordonnées GPS
dans ces cas-là, l'armée israélienne pour marquer, pour dire, voilà, ici, c'est une ONG. On a marqué, et malgré le fait qu'on a marqué, ils ont bombardé notre bureau. Heureusement, les gens avaient sorti avant. Donc maintenant, on a 24 collègues à Gaza, avec des conditions de vie extrêmement difficiles. Tous nos collègues, ils sont perdus entre 1 et 7 membres de sa famille, tous, absolument tous. Pour certains très très proches. Ils sont presque tous des soignants. Et tous les jours, ils s'élèvent pour faire des soins. Et nous, on travaille actuellement dans 12 centres de santé, de soins de santé primaires, on va dire les tout premiers niveaux, avec des médecins, des infirmières, des sages-femmes, des psychologues, etc. Dans des conditions à nouveau où je suis très fière, je serai toujours très fière de mes équipes à Gaza, mais au niveau qualité, il y a des défaillances. Nous, on a monté des centres de santé avec ça qu'il y a. Et ça qu'il y a, c'est on a fait une espèce de couloir avec des toiles et des bâches. Et on essaye de faire des consultations, mais on sait très bien qu'une toile, ça ne préserve pas la confidentialité de consultation à l'autre, avec des moyens de bord très 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 basiques. Vraiment des chaises en plastique, il n'y a pas tout, il n'y a pas toujours des lits pour explorer les patients. Au niveau médicaments, on est loin d'avoir toutes les molécules qu'on voudrait avoir. Et même pour pouvoir bouger avec nos équipes d'un endroit à l'autre, on est un peu au service d'avoir des combustibles ou pas. Et ces situations, il y a des besoins énormes. Hier, il y a sorti un rapport qui parle de la nutrition, qui parle que la famine, c'est pas qu'il y a un risque de famine. La famine, il est là. On a déjà des cas. Et la situation, ça va être très très compliqué pour les mois à venir. Et dans cette situation où ça manque absolument de tout, à 12 km de l'autre côté de la frontière, il y a tout qu'il faut. Il y a des kilomètres et des kilomètres et des tonnes de tout. Des médicaments, des matériels, des nourritures, absolument tout. Nous, on a eu un camion avec 7 tonnes de médicaments et de matériel pendant des semaines de l'autre côté, qui avançait vraiment au centimètre par jour. Et ça, c'est important que vous soyez tous au courant. Avant le 7 octobre, il y avait un blocus, de toute façon, mais il y avait des centaines de camions qui passaient tous les jours. Maintenant, ça passe à compte-gouttes. De toute façon, on va dire, la raison, elle est très facile. Il y a la capacité logistique pour faire passer beaucoup plus de camions. Ça que ça manque, c'est la volonté politique pour laisser rentrer ces camions. Et entre-temps, ils sont en train de faire illusion en envoyant des parachutes avec la nourriture, des matériels, des moyens. Bien évidemment, on dit tout ça qui arrive, c'est bienvenu, mais bon, il faut savoir que cette façon de faire, c'est extrêmement cher. Qu'il y ait une distribution humanitaire, ça ne s'improvise pas, parce que ça peut créer des inégalités. À la fin, c'est le plus fort qui peut arriver, parce que ça peut créer des émeutes, parce que c'est pas équilibré, etc. Et en fait, on est en train de faire illusion avec ça, ou de la même façon, on essaye de construire des espèces de peurs avec des bateaux qui arrivent, et tout ça, vraiment, c'est des illusions. C'est pour certains, c'est les mêmes pays qui font ça, c'est les mêmes pays qui continuent à envoyer des armes à Israël. Et de nouveau, la solution, elle est très simple. C'est un cessez-le-feu immédiat et soutenable. De l'autre côté de la frontière, il y a absolument tout ça qu'il faut. Justement, par rapport à la famine, et je vous donne la parole juste après, c'est important de dire qu'aujourd'hui, il y a un état de famine à Gaza. Il y a aujourd'hui de la désinformation, avec un reportage audio qui a été fait sur LCI, où il y avait un journaliste qui décortiquait des photos d'enfants gazaouis en état, qui sont morts de famine, en disant que c'était des maladies chroniques et que ça n'avait rien à voir avec la guerre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet état de famine et la situation? Bon, il y a une étude assez sérieuse qui est sortie justement lundi. En fait, quand on parle des famines, il y a des indices qui s'appellent IPC, vous pouvez les regarder sur Internet, et en fait, c'est la détériorisation de cet indice au niveau
nutritionnelle, c'est les plus grandes jamais vues dans l'histoire. Jamais on a vu dans une autre famine, en Afrique par exemple, qu'on passe d'un état à l'autre assez rapidement. On parle de 5 mois et demi. Alors, les cas, ils sont là. Et une chose que c'est très préoccupant, c'est qu'on pense toujours en famine égale, bon, il faut donner à manger à la population. Et en fait, les famines, une fois qu'ils sont installés, le problème, c'est que ce n'est pas seulement question de donner à manger aux gens. Et on a besoin d'un système de santé fort pour pouvoir accompagner toutes les maladies qu'il y a accompagnées. Et on voit très bien que le système de santé, il est complètement effondré, que ce soit au niveau hospitalier, que ce soit au niveau de soins santé primaire. Merci. Alors, on va vous donner la parole. Moi, la question, ça concerne l'utilisation des armes de guerre. J'ai vu que le phosphore blanc a été utilisé. Est-ce que vous confirmez et dans quelle proportion ? Oui, le phosphore est une arme conventionnelle qui n'est pas interdite. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser dans les forces armées, dans les zones de combat, pour 2 raisons. Première raison, l'éclairage. Ça permet d'éclairer une zone. Donc l'ennemi, les troupes qui avancent ont besoin d'un éclairage de la zone. Ils peuvent utiliser le phosphore. Deuxième raison, c'est le camouflage, parce qu'il y a un dégagement de fumée. Et donc, ça permet éventuellement aux troupes d'avancer cachées par la fumée. Ça, c'est autorisé sur le plan international. Ce qui n'est pas autorisé, c'est l'utilisation, d'accord, par rapport à la population. D'accord. Et ça, c'est un crime de guerre que d'utiliser du phosphore quand on sait qu'il y a une population civile qui est là. Et donc, c'est bien ce qui se passe là. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de confinement de la population. L'utilisation du phosphore dans cette situation-là ne permet pas de protéger cette population puisqu'elle est soumise au même temps du fait de la concentration. Et donc, c'est un crime de guerre, l'utilisation du phosphore. Est-ce qu'il a été utilisé ? Oui, il est utilisé. J'ai même des photos de brûlés, d'accord, par le phosphore blanc, bien évidemment. Et c'est un gros problème, la prise en charge du phosphore. Gros problème. Pourquoi ? Parce que le phosphore est incandescent à l'air. C'est-à-dire, c'est l'oxygène de l'air qui le fait brûler. Alors, quand vous avez des gens qui ont reçu du phosphore sur eux, c'est-à-dire c'est des éclats, hein, c'est un métal, enfin, c'est une pierre. Et donc vous avez donc des gens qui ont des brûlures, et le morceau de phosphore, qu'il soit microscopique ou pas, au contact de l'air, continue de brûler. Et donc, ça vous donne des ulcérations sur le corps, d'accord, en fonction de la taille de ce morceau, qui, du fait du temps qu'on ait la capacité de les récupérer, fait que ça rentre et ça va de plus en plus loin au niveau du corps, etc. Et c'est très compliqué quand vous avez à prendre en charge ces brûlés, ces patients. Il faut, bien évidemment, fermer toutes les brûlures, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas de contact avec l'air. Alors, soit on les met dans un bain à l'eau, etc., soit on met des pansements occlusifs pour faire en sorte que ça n'ait pas. Et puis ensuite, il faut du temps chirurgical, c'est-à-dire il faut ouvrir et il faut aller chercher chaque morceau de phosphore, d'accord, etc. Alors, je vous ai expliqué la situation à l'hôpital européen, la difficulté de faire revenir. Si vous devez prendre un brûlé à plus de 50%, donc qui est extrêmement grave chez l'adulte, 20% chez l'enfant, 50%, 30% chez l'adulte, d'accord, alors vous êtes dans une situation où vous dites, est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas ? Est-ce que je laisse mourir ou pas ? Parce qu'il va me prendre un bloc opératoire pendant 3 ou 4 heures. Oui, bonsoir. Moi, ma question, c'est rapide. C'est par rapport à la non-intervention de la pseudo-communauté internationale. Et je voulais justement revenir sur l'histoire du bateau français qui est venu à Gaza, et qu'il n'est pas resté. On se demande pourquoi il était parti exactement et pourquoi il est reparti. Il est reparti parce que, soi-disant, que Israël n'accepte pas. Tout le monde est en train de regarder qu'est-ce qui se passe à Gaza. Quel empêche un autre État dans le futur, dans 2 mois, 3 mois, de faire pareil quand il n'y a absolument aucune sanction. Alors, la situation est très grave. C'est très grave pour la population civile. Moi, en temps humanitaire, Médecins du Monde travaille dans 28 pays et ce n'est pas les 28 pays les plus calmes qu'il y a sur la planète. J'ai mes questions sur c'est quoi la place de l'humanitaire et comment on va pouvoir travailler dans le futur quand on sait qu'il y a les droits les plus fondamentaux qui nous protègent, qui protègent la population civile, ils ne sont pas respectés. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on fait ?
il y avait une personne avant qui me disait « Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que ça sert à quelque chose parler ?» Les choses qu'on fait aujourd'hui, c'est important, même si vous pensez que ça ne sert à rien, c'est important les faire sortir dans les médias, c'est important et on ne les fait pas pour les paillettes, vraiment. On les fait parce que c'est important de visibiliser. Nous, Médecins du Monde, par exemple, on a certains leviers aussi au niveau politique et on arrive à pouvoir parler au niveau du Quai d'Orsay, avec les ministres, etc. Bien sûr, j'aimerais bien qu'ils nous fassent attention à chaque fois, mais on réussit à bouger des lignes. Vous avez vu, aujourd'hui, Canada a déclaré qu'effectivement, il arrête les transferts des armes. Ça, c'est des choses aussi parce qu'il y a la société civile organisée derrière en train de pousser. Alors c'est pour ça, continuez à vous inquiéter pour les sujets, continuez à parler autour de vous. Il faut pas désespérer. Quand vous pensez que ça sert à rien, non. La seule chose que ça sert à rien, c'est regarder Netflix et pas s'inquiéter de la situation politique que l'on est en train de vivre maintenant. Vraiment, ça sert à beaucoup se mobiliser. Moi, je peux essayer à répondre à la question posée par l'émission. Qu'est-ce qu'elle fait les communautés internationales? Moi, je veux parler d'hypocrisie. Et ce qui se passe à Gaza, c'est des vrais génocides. Les massacres, tous les jours. Tout le monde est au courant. Tout le monde voit ça. Je parle de le gouvernement, sans exceptionnel. Le gouvernement dans les pays arabes, l'Europe et l'Amérique. Raphaël et Alina, ils ont parlé du parachute militaire. On voit des armes à Israël. Jusqu'à ce jour-là, il y a des pays, ils voient des munitions et des armes bombarder les civils de Gaza. Ce n'est pas avec quelques caisses qu'ils vont parachuter pour les télévisions. Donc, ça y est, on est en train d'aider les gens civils à Gaza. Non. Alors, il y a des complices directs avec la guerre contre le peuple palestinien à Gaza, qu'ils ont envoyé les armes, certains ont envoyé des soldats, se font conseillers militaires, l'autre ils ont envoyé des avions. C'est ça la réalité, il faut le dire. Et pourquoi ça? Parce que ce sont des complices. Les autres sont complices par leur silence. Le gouvernement qui ne font rien, ils sont des complices. Il y a des massacres qui ne font rien, qui sont complices. C'est ça l'hypocrisie. Alors quand on parle de communauté internationale, moi, je fais des années en Europe, j'écris les valeurs, la liberté, la démocratie, les droits de l'homme. Je ne sais pas, quand je vois ce qui se passe à Gaza, quand j'ai vu les enfants qui sont en train de mourir à Gaza, je me posais la question, est-ce que vraiment, je crois toujours, est-ce qu'à tort a raison, quand on voit les massacres comme ça, et les gens, certains utilisent le veto pour empêcher de cesser le feu, c'est-à-dire continuer à bombarder. Les autres, les s'implantent en train de pleurnicher sur les morts civiles, mais en même temps, ils envoient des munitions, envoient des armes, soutien politique. Il y a des accords entre Israël et les pays européens. Des accords, le moindre des choses, de suspendre, de geler pour quelques jours, pour faire des pressions. On dit qu'Israël, elle refuse de faire entrer les camions. C'est vrai. Il a vu Raphaël, Elena a parlé, il y a des milliers de camions du côté égyptien. Mais Israël ne laisse pas entrer. Est-ce que vous êtes naïf de croire que tous les pays, l'Europe, l'Amérique, tout le monde, ils ne sont pas capables de faire des pressions à Israël pour faire entrer quelques camions qui sont là pour donner aux gens à manger? Non. Mais on pose la question, c'est pourquoi? C'est ça la question. Moi, j'essaie la réponse, je dis ce que je pense. Merci. Merci beaucoup. Justement, pour sortir de cette soirée avec des pistes d'action, on est quand même là parce qu'on a l'espoir. On a un espoir de vie, de dignité pour les Palestiniens et de mobilisation et d'engagement. Quelles sont aujourd'hui les pistes d'action que vous proposez? Quels messages vous avez envie de porter ce soir? Peut-être pour que vous disent les Gazaouis, les soignants de Gaza, quel message vous avez envie de porter aujourd'hui au monde? Moi, par exemple, les équipes qu'on a sur place, ils nous demandent de continuer. C'était assez touchant le 1er janvier. On a reçu un message vidéo d'un de nos psychologues qui nous disait « Allez les collègues de Paris, tenez bon, c'est important que vous tenez ». Et ça, c'est des gens qui sont à Gaza qui te disent « Tenez bon, il faut continuer ». De façon que
Pour moi, c'est vraiment chapeau la résilience de la population à Gaza, chapeau vraiment les soignants à Gaza, parce que ça fait 5 mois et demi qu'ils travaillent jour et nuit avec, ils sont affectés en premier terme. Et sur les pistes d'action, en fait, il y aura beaucoup de choses à faire et dans les années à venir, mais ça que c'est urgent maintenant, il faut vraiment se battre, continuer à plaider pour avoir ces cessez-le-feu. Oui, ce qui est à craindre maintenant, c'est l'attaque sur Rafah. Donc, avec le risque qui est en cours là maintenant, que les Israéliens prennent la décision d'attaquer Rafah pour essayer de trouver le Hamas, etc. Vous imaginez ce qui peut se passer, vous avez 1 500 000 personnes dans cette ville-là, si les Israéliens décident soit de faire bouger, c'est-à-dire de faire évacuer Rafah, la situation actuelle, et bien évidemment de les bombarder, etc. Et donc c'est vraiment considérer que ça, ce serait une ligne rouge. Alors je dis bien, il faut que ce soit et que ça devienne une ligne rouge. Et vous devez, à travers les réseaux sociaux en particulier, permanent, chaque jour, renvoyer, télécharger, etc. Il y a une véritable guerre de la communication. Les Israéliens, enfin tous les gens qui sont les pros, etc. Moi, je me fais attaquer au-dessus de ma ceinture et au-dessus et en dessous de ma ceinture, je me fais attaquer en permanence. Quand je ne me fais pas attaquer, même dans un restaurant où je suis en train de manger tranquillement et je me fais agresser maintenant, dans des réunions, je me fais agresser du fait de la prise de mes positions, considérant que je suis antisémite, etc. Il y a vraiment aujourd'hui une mobilisation sur l'ensemble des réseaux sociaux. Dire bien évidemment que toute attaque sur Rafah doit être considérée comme une ligne rouge, voilà, et obliger notre gouvernement à prendre une position relativement ferme, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il faut qu'il le fasse, et en interdisant justement même l'idée qu'ils puissent avoir les Israéliens d'attaquer Rafah, l'idée même qu'ils puissent, et d'avoir un cessez-le-feu immédiat. Tous les jours, cessez-le-feu immédiat, cessez-le-feu immédiat, cessez-le-feu immédiat, et une ligne rouge sur une attaque sur Rafah. Il faut véritablement, d'accord, que vous puissiez en permanence sur les réseaux sociaux vous activer, faire en sorte de nous aider à collecter de l'argent, etc., pour l'amener à nos collègues. Quand je suis parti, Palmen m'avait donné de l'argent, bien évidemment, je l'ai porté, et mes autres collègues aussi, nous avions de l'argent liquide pour pouvoir les faire rentrer à l'intérieur, payer les salaires, aussi des soignants. Ils ont besoin d'argent, bien évidemment, et il faut pouvoir leur offrir aussi ces salaires qui ne sont pas très importants, mais qui leur permettent de maintenir leur dignité. Aidez-nous, mobilisez-vous dans les réseaux sociaux, tous les jours, pas une seule fois où vous ne contre-attaquez pas éventuellement celui qui peut, d'une manière ou d'une autre, appuyer les actes d'Israël comme un crime de guerre, comme crime contre l'humanité, etc. Allez-y. Vraiment, mobilisez-vous. Je crois que Raphaël a dit tout. Comme action, vraiment, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire beaucoup de choses. Ce n'est pas uniquement de collecter de l'argent, de bouger, de manifester, d'organiser des soirées, de parler autour de vous. Les élections, les hommes politiques, au moment des élections, ils vont bouger. Et bientôt, il y a des élections. Chaque fois, les élus, vous habitez, ils font interpeller. Il faut le parler en face. Il faut parler des massacres. Il ne faut pas avoir peur de dire vous êtes complices, vous ne faites rien. Pourquoi vous ne faites rien? C'est la seule façon pour ces gens-là d'essayer de bouger. Quand la masse, les gens ne disent rien, ils continuent. Mais si vous bougez, par les médias, même par les manifestations, par des réunions dans la rue. Si vous croisez un homme politique au marché, interpellez. Vous parlez de Gaza, vous parlez des massacres, des génocides. Vous vous demandez qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne demandez pas ça au gouvernement? Votre parti, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il va bouger la tête comme ça, oui, mais là, il va réfléchir autrement, on l'espère. Merci. Merci à tout le monde d'être venu ce soir. Pour écouter, non pas simplement vous avez compris les témoignages, mais aussi des gens qui ont une analyse, qui ont une réflexion, et c'est ça aussi qui est important. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de la soirée, toutes les personnes qu'on appelle des bénévoles, qui sont avant tout des militants qui donnent de leur temps pour que d'autres personnes puissent avoir ces informations-là. Comme vous l'avez entendu, vous êtes aujourd'hui des relais. On compte sur vous toutes et tous
parce que je pense que vous n'êtes pas juste des participants ce soir, mais vous êtes des acteurs, vous êtes des actrices, et on pourra faire changer les choses qu'à travers votre action. Alors il y a des actions simples qui sont comme faire un don à l'association PALMED. Donc, vous avez le QR code ici sur le site de PALMED, en bas également un TPE. L'ensemble des fonds sera reversé à PALMED. Mais ce n'est pas suffisant, comme vous l'avez bien compris aujourd'hui. Ce qui compte, c'est de mettre une pression maximale sur nos autorités, quelles qu'elles soient, pour un changement. Je ne vais pas épiloguer parce que je pense que la soirée a bien dit ce qui devait être dit. Vous pouvez rejoindre un collectif comme Urgence Palestine ou d'autres, ou notre association sur d'autres axes de mobilisation. Et je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne...